Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 19h30 de la chaîne citoyenne. Une triste nouvelle au début de cette édition. L'artiste Jas Rabi qui m'assume comme son nom d'artiste Edem Raiskim n'est plus de ce monde. Vraiment, la chaîne citoyenne porte ses mots et à toute sa famille, à tous ses proches, que son âme repose en paix. Page société de cette édition au Tchad, 2 opérateurs téléphoniques dominent le marché. Cependant, ces derniers temps, les abonnés de ces compagnies expriment leur mécontentement, ne profitant plus pleinement des services auxquels ils ont droit. Karel Ronel nous plonge dans le quotidien difficile de ces consommateurs à travers ce reportage. Au Tchad, vouloir passer un appel ou se connecter pour ses recherches ou encore pour la distraction est devenu un véritable problème. Pourtant, nous sommes dans une ère technologique où la plupart des activités nécessitent le numérique. Il convient de noter que le Tchad souffre d'une infrastructure de télécommunications insuffisante et des manques de développement des infrastructures de base telles que les stations de base et les câbles de fibres optiques, ce qui limite la qualité du service. Cette situation est désolante pour tout le peuple tchadien qui ne bénéficie pas de la communication téléphonique comme dans d'autres pays. Pour le moment, réseau RTL, ça dérange. Quand tu fais la connexion, ça dérange trop. Vraiment, ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas puisque pour faire appel, pour passer un coup de fil, c'est un problème. En plus, pour faire connexion, c'est un problème. C'est un cas à revoir. Le réseau est fait pour la communication. Quand on fait le crédit, c'est pour appeler la famille, rester en proche. Le crédit est trop cher. Le coût d'MB est trop cher. Alors tu fais le crédit pour une semaine et tu n'as pas le temps pour faire la connexion, on ne comprend rien. Un réseau très mauvais, en réalité. Jusque plusieurs fois, même hier, je fais MB. Et puis je n'arrive même pas à utiliser cette MP, ça est coulé colossellement en l'air. Et surtout sur l'appel. Quand tu appelles, l'appel ça passe pas et puis ça ferme, le téléphone était fermé, trucs comme ça. Quoi. Vraiment ça fait très mal. Parfois, il y a des formations qu'on veut suivre en ligne, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire, mais le réseau ne marche pas et ça nous bloque. C'est ce qui fait que ça... Parce que d'abord, le réseau, ça fait partie du développement d'un pays. Parce que grâce à ça, on peut faire beaucoup de choses. Mais ça, tant que le réseau ne donne pas... Peut-être il y a des choses, formations qu'on veut faire en ligne, ça passe pas. On peut parfois même s'inscrire en ligne, mais après, bon... Le jour J même de la formation, ça devient compliqué. Interpellé le 27 septembre dernier lors des assises parlementaires, le ministre des Télécommunications se donne la mission de résoudre ces problèmes en faveur des abonnés de ces 2 réseaux, mais le mal persiste. Interrogé à ce sujet, le DG de l'ARCEP, entendait l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Halikishua Mahamad, s'est prononcé en ce terme. S'il y a quelque chose que je voulais dire, la qualité est mauvaise. Et chaque jour que j'ai fait, nous sommes en train de battre avec, en obligeant les opérateurs, les opérateurs, que ce soit Move et la d'améliorer leur qualité de service. Le développement d'alternatives telles que la régulation des prix, l'amélioration des infrastructures et l'extension des services dans les zones rurales pourraient également être des pistes à explorer. En somme, diversifier les opérateurs pourrait être une solution bénéfique pour relever les défis actuels dans le secteur des télécommunications du Tchad. Page politique de cette édition, l'enlèvement de personnes contre rançon est un phénomène qui sévit dans la province du Mayo-Kébi-Ouest. Toutefois, selon le délégué du gouvernement dans cette localité, la situation est désormais sous contrôle grâce aux efforts constants des forces de l'ordre et de sécurité qui œuvrent jour et nuit pour protéger les populations et leurs biens. Un reportage de notre correspondant sur place. La population du Mayo-Kébi-Ouest récupère peu à peu son souffle de vie face aux enlèvements des personnes contre rançon. C'est grâce aux actions entreprises par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Abdelmanan Katab, avec le soutien considérable des plus hautes autorités du pays. Juste après son installation, il a commencé sa tournée dans les différentes unités de défense et de sécurité de la province. Objectif, s'imprégner des difficultés rencontrées par ces unités dans la lutte contre ces phénomènes en vue de s'engager pour
mieux mener le combat contre ces hommes sans foi ni loi qui opèrent entre le Tchad et le Cameroun depuis plus de 20 ans. Abdelmanan Kattab, ayant pris connaissance de ces aléas, a mis en œuvre ces stratégies qui ont abouti à 0 otage dans cette localité. Son leadership est allé au-delà de sa circonscription administrative. Il a joué un rôle important dans la résolution des conflits qui ont opposé les éleveurs et les agriculteurs de Mandako dans le Logone occidental où les deux communautés sont parvenues à signer un accord de paix. Aujourd'hui, Abdelmanan Kattab reçoit l'appréciation de la population du Mayo-Kibi-Ouest pour son engagement et ses bienfaisances. Auparavant, là, ça ne marchait pas. Chaque jour, enlèvement des personnes. Mais maintenant que lui, il est arrivé, il a fait quand même son travail. Nous l'apprécions. Il faudrait qu'il continue. En ce dernier temps, je pense que ça a amélioré. Ça peut faire déjà 2 à 3 mois. On n'a rien écouté. Ce qu'on va demander, peut-être la collaboration de la population avec ces nouveaux délégués. Il y a un changement radical au niveau de notre province. Donc nous apprécions les efforts fournis par l'autorité de cette province et nous voudrions également, si le gouvernement peut mettre encore des dispositifs efficaces pour aller au-delà de ça. L'engagement du délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kibi-Ouest pour l'éradication du phénomène d'enlèvement des personnes contre rançon témoigne de son amour pour cette province. L'Assemblée nationale du Tchad, en partenariat avec le Parlement international pour la paix et la tolérance, a organisé la 13e session plénière du Parlement international placée sous le thème des valeurs de paix et de tolérance en Afrique et dans le monde. Cette rencontre de haut niveau dédiée à la promotion de la coexistence pacifique s'est tenue ce 6 octobre à l'hémicycle, siège de l'Assemblée nationale. Mistangar Victor revient sur cet événement. N'Djamena, la capitale tchadienne, accueille depuis ce matin 6 octobre la 13e session plénière du Parlement international pour la paix et la tolérance. Ils sont des parlementaires et présidents des parlements venus de 32 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie pour promouvoir la tolérance, lutter contre l'extrémisme violent. Le choix du Tchad comme pays hôte n'est pas fortuit. Malgré des soubresauts, le pays de Toumaï a su tirer les leçons de ces guerres fratricides pour devenir aujourd'hui un havre de paix et un îlot de stabilité. Que la paix est le bien le plus précieux, le plus cher que l'humanité recherche. Elle est comme l'étoile qui guide sa marche vers son meilleur devenir. Sans elle, rien n'est possible. À l'échelle mondiale comme à celle des États et des communautés, la paix est une construction permanente. En cela, elle requiert de la bonne volonté, de la tolérance, de la patience, de la détermination, du respect mutuel et du pardon. Après les multiples guerres, désastres et tragédies humaines qui ont douloureusement marqué les siècles passés, l'espoir était grand avec la création de l'Organisation des Nations Unies de vivre désormais dans un monde de tolérance et de paix totale et perpétuelle. Cette session de N'Djamena, placée sous le thème « Le rôle de la diplomatie parlementaire dans la consolidation de la paix et de la prévention des conflits en Afrique » vise à fédérer les énergies afin de faire face aux conflits mondiaux, à l'extrémisme violent et à désamorcer les foyers de tensions qui paralysent le monde. Il sera compromis si nous laissons les conflits, l'intolérance ethnique, religieuse ou politique et l'exclusion prospective sur notre horizon. C'est précisément ici que réside la raison d'être du Parlement international pour la tolérance et la paix. Notre institution n'est pas simplement un forum de discussion, elle est une plateforme d'action, un laboratoire d'idées et une force de proposition concrète. Notre rapport est crucial. Nous sommes les architectes du dialogue, chers collègues. Lorsque les ponts sont brisés, les sentinelles de la tolérance, lorsque la voix de la haine s'élève, les artisans d'une paix tangible, celle qui améliore le quotidien de nos populations.
Fondé en 2017, le Parlement international pour la paix et la tolérance a réuni à l'hémicycle à Gassi, siège de l'Assemblée nationale du Tchad, les représentants de plusieurs pays parmi lesquels les Émirats arabes unis, la Serbie, l'Espagne, le Portugal, la Macédoine du Nord, l'Azerbaïdjan, la Palestine, pour ne citer que cela. Chacun manifeste une volonté de la paix et de la tolérance comme instrument essentiel pour bâtir un monde sans conflit. Quelques représentants de plusieurs pays ayant pris part à l'hémicycle à la 13e session plénière du Parlement international pour la paix et la tolérance se sont succédés pour souligner l'importance de l'unité dans la construction d'un monde sans violence. Voici-les au micro de notre reporter, Miss Tangar Victor. Nous savons que la tolérance ne signifie pas l'indifférence. Elle suppose l'écoute active vers la reconnaissance des différences et la volonté sincère de bâtir des ponts entre les peuples. Dans un monde marqué par des fractures identitaires, des conflits armés, des migrations forcées, des dérives idéologiques, nos parlements ont une responsabilité historique, celle d'incarner une démocratie vivante, inclusive et constructive. L'IPTB, en réunissant les législateurs du monde entier autour de ces idéaux communs, joue un rôle irremplaçable dans ces dynamiques. Par la diplomatie parlementaire, nous pouvons prévenir le conflit, protéger les droits humains, promouvoir la justice sociale et rapprocher le peuple au-delà des clivages politiques. Le thème de la paix, de la tolérance est un thème qui fait partie inhérente de toutes les activités de la CEMAC, que ce soit pendant les travaux des commissions au niveau du Parlement de la CEMAC, que ce soit sur le plan de la participation du Parlement de la CEMAC, sur le plan sous-régional, international, le thème sur la tolérance et la paix fait partie inhérente de leurs préoccupations. Donc, nous sommes engagés pour œuvrer pour la bonne marche de la tolérance, de la paix, que ce soit ici au Tchad, que ce soit dans le cadre de la CEMAC, tout comme sur le plan international. Que cette rencontre permet de jeter les jalons de la construction du monde juste, du monde plus juste, plus humain et profondément enraciné dans les valeurs de la paix et de la tolérance. Notre pays vous ouvre ses bras et j'ai la conviction que cette session marquera un tournant décisif dans notre combat commun pour un avenir harmonieux. La médecine sportive est une branche spécialisée de la médecine dédiée à la santé, à la prévention et au traitement de blessures liées à la pratique d'activités physiques et sportives. Elle a pour objectif d'optimiser la performance des athlètes tout en préservant leur bien-être physique et mental. Cette discipline ne s'adresse pas uniquement aux sportifs professionnels, mais également à toute personne pratiquant une activité physique régulière. Roseline Djekourboua nous en parle. La médecine sportive regroupe plusieurs domaines tels que la physiologie de l'effort, la nutrition, la rééducation fonctionnelle et la traumatologie. Dans un contexte où le sport occupe une place croissante dans la société, la médecine sportive joue un rôle essentiel dans la promotion des modes de vie sains et dans la prévention des risques liés à la pratique sportive. Quand on parle de la médecine sportive, d'une manière élémentaire, c'est l'alimentation, le climat, le relief, tout ça qui constitue ce qu'on appelle la médecine sportive. Parce que dans la médecine sportive, le sportif a son alimentation. Le sportif doit être en mesure de connaître le climat de tous les pays où il va faire la compétition. Le Tchad, même au niveau de l'équipe nationale de SAO, il y a une équipe de médecins sportifs qui sont là. Parce que sans les médecins sportifs, on n'ira pas jouer un match à l'extérieur. La question de l'alimentation est très importante pour l'organisme. L'alimentation du sportif
n'est pas la même alimentation d'une personne ordinaire. Malheureusement, chez nous, dépourvu de tous, le sportif tchadien est abandonné à son triste sort. Il mange tout ce qu'il trouve sur son chemin. C'est ce qui ne peut pas aider l'organisme à tenir pendant longtemps lors des compétitions. Nous conseillons aussi à tous les sportifs, à toute la population, de boire sans avoir soif pour éviter des dysfonctionnements au niveau du corps. La médecine sportive est très très importante. Ça te permet de rester dans ta jeunesse malgré l'âge avancé. La médecine sportive offre des solutions adaptées aux soins, aux besoins spécifiques des sportifs, allant du diagnostic au traitement en passant par la rééducation et la gestion de la performance. L'un de ses principaux apports est d'améliorer la récupération des blessures et de favoriser une reprise rapide et sûre des activités physiques. Elle contribue également à optimiser les performances des sportifs grâce à des stratégies personnalisées de prévention et d'entraînement. Rappelons que la médecine sportive ne se limite pas seulement aux athlètes professionnels. Elle bénéficie également aux pratiquants occasionnels, aux personnes en réadaptation après des blessures, ainsi qu'à ceux qui souhaitent simplement maintenir un mode de vie actif et en bonne santé. Ainsi, en combinant les connaissances médicales avec la pratique physique, la médecine sportive se positionne comme un acteur clé de la santé publique et de la performance. À l'approche du scrutin présidentiel du 12 octobre, la région de l'extrême nord du Cameroun, longtemps considérée comme un bastion électoral stratégique, connaît une effervescence politique sans précédent. Maroua, chef-lieu de la région, s'est transformé en véritable carrefour de la vie politique nationale, attirant candidats, militants et observateurs. Nos envoyés spéciaux, Malachi Nabi et Chanel Alao, nous en disent un peu plus depuis Maroua. Au Cameroun, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 12 octobre bat son plein. Tous les regards convergent vers le Grand Nord, cet espace composé de l'Adamawa du Nord et de l'extrême Nord, considéré comme le poumon électoral du pays en raison de sa forte densité démographique. Dans cette région, les meetings se succèdent à un rythme effréné. Après Issa Tiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari, deux figures politiques locales de premier plan, d'autres leaders sillonnent les départements à la conquête du précieux électorat nordiste. Mais c'est l'annonce du retour sur le terrain du président sortant, Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, qui retient toutes les attentions. Après plusieurs semaines de silence et un bref séjour à l'étranger, le chef de l'État fera son apparition publique de grande envergure à Maroua, comme en 2018, lors de son dernier passage remarqué dans la région. Cette visite prévue pour le mardi 7 octobre interviendrait à seulement 5 jours du scrutin, une démarche qui traduit à la fois la symbolique électorale du Nord et la volonté du candidat du RDPC de renouer avec l'électorat qui lui avait longtemps témoigné fidélité malgré les années d'éloignement. Non, nous sommes déçus. Il ne vient qu'après 7 ans. Nous sommes tellement déçus. Il ne vient que quand il a besoin que de nous. Il ne vient pas, c'est-à-dire pour nous mettre à l'aise. Il nous vient, c'est-à-dire pour vraiment, c'est-à-dire juste chercher, c'est-à-dire l'électorat, c'est tout. Mais il ne vient pas pour nous aider. Nous avons passé 43 ans en train de l'entretenir. Mais nous sortons, c'est-à-dire la région, c'est-à-dire la mieux perdante, c'est-à-dire au Cameroun. On ne gagne pas avec le RDPC. Maroua, décoré aux couleurs des partis politiques, vit désormais au rythme des chants, d'escortes et des discours de campagne. La cité du Sahel s'impose une fois encore comme le cœur battant de la vie démocratique camerounaise. Comme le veut la tradition, le président sortant Paul Biya, candidat du RDPC, a choisi la ville de Maroua pour battre campagne. À cette occasion, nos reporters sur place ont recueilli les réactions de quelques habitants. Suivez leur témoignage au micro de Chanel Alao depuis Maroua. Tout chef d'un parti politique est obligé de faire avec le nord du pays, particulièrement Maroua, parce que nous constituons, c'est-à-dire la masse électorale dans ces pays.
tout chef de parti, c'est-à-dire n'a pas de choix, il est obligé de venir pour gagner, c'est-à-dire les élections présidentielles au Cameroun. La région de l'extrême nord est en agglomération. Elle est beaucoup plus dense que d'autres provinces en population. Si les leaders politiques sont ici, à l'extrême nord, c'est pour le but électoral qu'ils sont là. Et qu'ils sont là pour battre leur campagne. La ville de Maroua, c'est une ville démocratique où tout candidat peut venir prendre sa part. On n'est pas raciste, on n'est pas tribaliste dans la ville de Maroua. Il y a une bastion électorale terrible à l'extrême nord. Si tu n'as pas l'extrême, tu ne gagnes pas. Ça, c'est d'office. Ça, c'est la vérité. Même le chef de l'État qui vient ici, parce que ici, c'est une bastion. Disons, c'est l'extrême nord avoisine dans les 4 à 5 millions de population. La montagne de Mayo Tchanaga, de Mayo Sava, c'est un électorat terrible. Même le Diamaré. Le Diamaré a des populations terribles maintenant. La zone de Mairie, la zone de Marcella, Bogo, Dargala. Là. Maintenant, il y a du monde là-bas fou. Hein. Tous les candidats viennent à l'extrême nord, ils savent qu'ici c'est le bastion électoral. C'est ici qu'on élit le président de la République. Oui. La mobilisation générale suit la réunion de coordination tenue jeudi 2 août, présidée par le ministre Pierre Hélé et convoquée par le très honorable Kava Yeguie Djibril, président de l'Assemblée nationale. L'objectif annoncé est de mutualiser les efforts pour la campagne et la visite du chef de l'État. Encore une fois de plus, retrouvons nos reporters depuis le Cameroun. Grande toilette à l'occasion de la venue du candidat sortant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, une effervescence palpable gagne la ville de Maroua, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. La capitale de l'extrême nord se maquille, se parfume, reprend ses carrefours. Pour renouer sa relation avec la population de l'extrême nord, et puisque nous sommes plus nombreux, et puis c'est pour cela qu'ils viennent par là, c'est pour cela qu'ils veulent venir ici à tout prix. S'ils ne viennent pas, ils ne gagnent pas. Si on le voit, on ne vote pas. On veut le voir pour le voter. La population l'attend depuis belle lurette et qu'il n'est pas encore là. Et maintenant, l'annonce est faite. Donc, la population de l'extrême nord est à son attente pour qu'il vienne battre campagne de son parti ou bien pour qu'il soit réélu au sommet de l'État. S'il ne vient pas, je me vois de dire ça peut être un échec pour le parti. Les drapeaux flottent, les rues sont bondées d'affiches. Maroua s'invente en salon d'accueil. Les rues s'animent et les façades, le long des itinéraires présumés de la visite présidentielle, abordent de nouvelles couleurs, témoignent d'une préparation intense. Cette mobilisation générale suit la réunion de coordination tenue le jeudi 2 août dernier, présidée par le ministre Hélé Pierre et convoquée par le très honorable Kava Yeguie Djibril, président de l'Assemblée nationale. L'objectif annoncé est de mutualiser les efforts pour la campagne et la visite du chef de l'État Paul Biya. L'agitation inédite qui règne à Maroua et les travaux de dernière minute illustre l'importance accordée à la venue de Paul Biya qui brigue un 8e mandat à la tête du pays. Toute la ville retient son souffle, transformant l'attente en une démonstration palpable de ferveur et de préparation. Et puis en sport, le Tchad disputera ce mercredi 8 octobre 2025 son avant-dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre décisive que les Sao joueront à domicile devant leur public. Rabey Betoubam Josué pour le reportage. Jaloux d'une victoire dans une phase de qualification d'une Coupe du Monde, les Sao, amenés par le sélectionneur national Raoul Savoé, joueront ce mercredi 8 octobre 2025 devant leur public. Faut-il le rappeler que c'est avec beaucoup de vivacité et d'ambiance qu'ils attendent aborder ces matchs. Les Sao, en pleine progression, compteront sur le retour de certains de leurs joueurs désistants mais qui ont refait surface par patriotisme. Un humoriste tchadien rencontré à ce sujet se prononce. Moi, je souhaite seulement que du succès du Sao. Surtout ces derniers temps, on voit que l'équipe est en train de s'améliorer et avec le retour encore du capitaine Marius à l'équipe nationale.
il y a vraiment une forte probabilité que ce match sera gagné. Pour lui, la victoire de Sao est assurée. Adjim Ebenezer Adjim Abinto, comédien de son état, exhorte le public à adopter un comportement responsable et croit en la victoire de Sao. Le message que j'ai à dire aux supporters, on doit être discipliné. Arrêtez vos trucs que vous faites souvent. La dernière fois, ils ont fait ça au Cameroun. Et là, maintenant, ça se passe chez nous. Et moi, je pense que c'est l'organisation qui n'est pas à la hauteur. Parce que l'organisation doit se... Pourquoi ailleurs, quand les gens jouent au Real Madrid partout, ça ne se passe pas au Tchad? Donc c'est l'organisation qui n'est pas à la hauteur. Ils doivent prendre les dispositions pour que cela n'arrive pas. Ce mercredi 8 octobre 2025 représente une étape cruciale pour les Sao, qui, galvanisés par le soutien indéfectible de leur public et le retour des joueurs patriotiques, espèrent écrire une nouvelle page de l'histoire du football tchadien. La détermination et l'esprit d'équipe devraient être les clés pour transformer cette rencontre en un moment mémorable. Allez les Sao pour une victoire. À 24 heures du match qui opposera les Sao du Tchad aux Aigles du Mali, le comité d'organisation s'active pour offrir une soirée mémorable. Selon Mamad Abdoulaye Adesh, président du dit comité, tout est fin prêt pour ces deux rencontres décisives des Sao. Mbaïndixem Sadok pour plus de détails. Dans le but de bien préparer les matchs des Sao face aux Aigles du Mali et aux Fauves de la République centrafricaine, respectivement le 8 et 12 octobre prochain, l'équipe de la chaîne télévision Electron est allée à la rencontre du président du comité d'organisation, Mamad Abdoulaye Adesh, pour s'enquérir de l'état d'avancement dans les préparatifs. Constaté de visu, il faut dire que tout est prêt pour accueillir ces deux confrontations, comme le confirme le président du comité d'organisation. Tout est fait prêt déjà pour demain. Là, on a eu à mobiliser toutes les couches, surtout les couches sécuritaires, à savoir les services d'État du côté de la police municipale, la GIMIP, la gendarmerie et la garde nationale nomade. Tout le monde se sont mobilisés pour demain. Alors, si vous voyez aujourd'hui, le stade elle est bien habillé. Pas seulement habillé, mais tous les dispositifs sont déjà pris au top. Et puis, je crois qu'il ne reste pas grand-chose. Du côté de sécurité, les forces de défense ont reçu des consignes qui peuvent nous éviter tout débordement. Les sapeurs-pompiers se sont mobilisés, les médecins, les stadiers, la GIMIP, tout le monde se sont mobilisés pour que ce match de demain puisse terminer en beauté, Inch'Allah. L'objectif est de donner des orientations claires à l'ensemble des membres afin d'assurer la réussite de ces deux matchs qui entrent dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Et vous savez très bien que l'homme tchadien, il aime la victoire. C'est pourquoi, si vous avez constaté l'autre fois où les supporters ont envoyé le stade, je crois que ce n'est pas tout le monde, mais sauf que des personnes qui se sont sautées et ils ont infiltré dans le stade. Et là, les dispositifs sont déjà pris, surtout du côté sécuritaire. Ça va plus se reproduire. D'ailleurs, la stade, l'entrée est payante. Et là, on a déjà pris des précautions. Comment mettre les gens, des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, le reste venu du stade, puisque si vous voyez le tribune en bas, le premier nouveau, c'est là où, je crois, les barres ne sont pas bien mises. Donc c'est pourquoi les gens ont profité, mais cette fois-ci, il y aura des sécurités, des stadiers et sécurités qui vont empêcher tout débordement. Donc tu peux entrer voir ton match, mais tu n'auras pas accès aux pelouses. Mamad Abdoulaye Adesh rassure également les supporters, tout en les invitant à faire preuve de responsabilité et de soutien afin de galvaniser les Sao lors de ces deux rencontres cruciales. Mesdames et messieurs, je le disais en début de ce journal, le Tchad perd ce jour une de ses valeureuses perles. L'artiste musicien et porte-parole des transformateurs, de son nom d'artiste Raïs Kim, s'est éteint de suite de maladie. Jeune pétri de talent, il s'en est allé, paix à son âme et condoléances à sa famille et à toute la nation. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir. La vision du futur.